Tu te souviens de cette période où tu pensais à lui ou à elle en permanence? Où le simple fait de recevoir un message faisait accélérer ton cœur? Où tu aurais tout annulé, vraiment tout, juste pour passer quelques heures de plus ensemble? Et maintenant, vous dormez dans le même lit, vous partagez le même appartement. Tu l'aimes toujours, tu en es sûr, mais quelque chose a changé. Ce feu du début, il s'est éteint, ou presque. Si tu as déjà vécu ça, ou si tu le vis en ce moment, ce que tu vas apprendre dans cette vidéo va tout changer dans ta façon de comprendre ton couple. Parce que ce n'est pas un problème de compatibilité, ce n'est pas un problème d'amour, et ce n'est surtout pas de ta faute, c'est de la biologie. Et la science l'explique parfaitement. Je m'appelle Dr Anicette et sur cette chaîne, on parle de santé intime, de désir, de relations, avec rigueur scientifique et sans tabou. Aujourd'hui, on va plonger dans l'une des questions les plus fréquentes que se posent les couples. Pourquoi le désir sexuel diminue avec le temps? Et surtout, est-ce qu'on peut y faire quelque chose? On va parler de neurochimie, de psychologie, de dynamique de couple. Et je te promets qu'à la fin de cette vidéo, tu auras une compréhension complètement différente de ce qui se passe dans ta relation. Reste jusqu'à la fin, la partie sur les solutions concrètes est celle que la plupart des couples ne connaissent pas. Pour comprendre pourquoi le désir disparaît, il faut d'abord comprendre pourquoi il était si fort au départ. Quand tu tombes amoureux, ton cerveau entre dans un état qui ressemble neurochimiquement à une addiction. Ce n'est pas une métaphore, c'est littéralement ce que les scanners cérébraux montrent. Une étude publiée dans le Journal of Neurophysiology a scanné le cerveau de personnes fraîchement amoureuses. Résultat, les zones qui s'activent sont exactement les mêmes que celles qui s'activent chez les personnes dépendantes à la cocaïne. Ce qui produit cet effet, c'est un cocktail de molécules précis. La dopamine d'abord. C'est la molécule de l'anticipation, du plaisir, de la récompense. Quand tu vois la personne que tu désires, ton cerveau libère des quantités massives de dopamine. C'est elle qui crée cette sensation d'excitation, d'envie, d'impatience, cette incapacité à penser à autre chose. La noradrénaline ensuite. Elle provoque ce cœur qui s'emballe, ses mains légèrement moites, cette hypervigilance. Ton corps est littéralement en état d'alerte face à cette personne. Et la sérotonine, ou plutôt son absence. Des études montrent que les personnes amoureuses ont des taux de sérotonine similaires à ceux des personnes atteintes de TOC. C'est pour ça qu'on ne peut pas s'empêcher de penser à l'autre. Ce n'est pas de la faiblesse. C'est obsessionnel par nature, par construction biologique. Et par-dessus tout ça vient se poser une couche d'ocytocine et de vasopressine, les hormones de l'attachement, qui créent ce besoin viscéral de proximité, de contact, de fusion. Ce cocktail est conçu par l'évolution pour une seule chose, te pousser à te reproduire avec cette personne le plus vite possible. Il est puissant, il est enivrant et il est temporaire. Ce que la plupart des gens ne savent pas, c'est que cette phase, celle qu'on appelle la limerence ou l'état amoureux, a une durée de vie biologique. Elle dure en moyenne entre 18 mois et 3 ans. Après ce délai, ton cerveau s'adapte. Il ne peut pas maintenir indéfiniment ce niveau d'activation, ce serait épuisant pour l'organisme. Alors il régule à la baisse. La dopamine revient à des niveaux normaux. Les battements de cœur s'apaisent, l'obsession disparaît. Et ce qui prend la place de cette frénésie chimique, c'est quelque chose de plus stable, de plus doux, l'attachement profond, la sécurité, la confiance. Ce n'est pas une mauvaise chose en soi, c'est même une forme d'amour plus mature, plus solide, plus réelle. Mais le problème, c'est que beaucoup de couples interprètent ce changement comme un signal d'alarme. Ils pensent que s'ils ne ressentent plus ce frisson du début, c'est que l'amour s'en est allé, que ce n'est plus la bonne personne. Ce n'est pas vrai. Ce qu'ils vivent, c'est juste la fin de la phase chimique et le début d'une autre. Mais il y a une différence entre la baisse naturelle du désir passionnel et la disparition progressive du désir tout court. La science identifie plusieurs facteurs qui accélèrent ou amplifient cette disparition. Et quand tu les connais, tu comprends immédiatement pourquoi ton couple en est là où il en est. Premier facteur, l'habituation. Ton cerveau est câblé pour réagir à la nouveauté. Plus quelque chose est prévisible, moins il libère de dopamine en réponse. C'est un mécanisme de survie très ancien. L'attention est une ressource précieuse et le cerveau ne la gaspille pas sur ce qu'il connaît déjà.
C'est ce qu'on appelle l'effet Coolidge, un phénomène observé chez de nombreuses espèces mammifères. Quand un stimulus devient familier, la réponse neurologique s'émousse. Ton partenaire est devenu familier. Et familier pour ton cerveau signifie moins excitant, même si tu l'aimes profondément, même si tu ne l'échangerais pour rien au monde. L'amour et le désir sont deux circuits différents dans le cerveau, et le circuit du désir, lui, a besoin de nouveautés pour s'activer. Deuxième facteur, le stress chronique. Le cortisol, l'hormone du stress, est l'ennemi direct du désir sexuel. Quand tu es stressé, ton corps est en mode survie. Et en mode survie, la reproduction n'est pas une priorité. Ton cerveau reptilien coupe littéralement les circuits du désir pour allouer l'énergie à ce qu'il considère comme plus urgent, gérer la menace. Dans nos sociétés modernes, beaucoup de couples vivent avec un niveau de stress chronique élevé. Travail, finances, enfants, logement, écran permanent. Et ce stress érode le désir de façon silencieuse mais constante. Tu ne t'en rends pas compte parce que ça se passe progressivement. Mais chaque semaine de stress chronique est une semaine de moins de désir. Troisième facteur, la dynamique relationnelle. Avec le temps, les rôles dans un couple évoluent. On devient coparent, colocataire, associé logistique. On gère ensemble les courses, les factures, l'organisation familiale. On sait ce que l'autre va dire avant qu'il le dise. On connaît ses habitudes, ses réactions, ses silences. La psychologue Esther Perel, l'une des grandes expertes mondiales du désir en couple, l'explique mieux que personne. Le désir a besoin de distance, de mystère, d'altérité. Il a besoin de voir l'autre comme un individu séparé de soi, avec sa propre vie intérieure, ses propres désirs, ses propres zones d'ombre. Quand la fusion est trop totale, quand tu connais chaque centimètre de la vie de l'autre, le désir s'éteint, non par manque d'amour, par excès de familiarité. Quatrième facteur, les déséquilibres hormonaux. La testostérone, chez les hommes comme chez les femmes, est le carburant direct du désir sexuel. Elle diminue naturellement avec l'âge, mais elle peut aussi chuter bien avant à cause de la fatigue chronique, d'une alimentation pauvre, du manque d'activité physique ou, chez les femmes, de la contraception hormonale, dont les effets sur la libido sont aujourd'hui bien documentés dans la littérature scientifique, même si on en parle encore trop peu. Si ton désir a diminué brutalement à un moment précis de ta vie, il vaut la peine de regarder ce qui a changé hormonalement à ce moment-là. Voilà la bonne nouvelle. Maintenant qu'on comprend les mécanismes, on peut agir dessus. Et non, la solution n'est pas faire plus d'efforts ou penser à autre chose. La science propose des approches bien plus précises que ça. Première solution, réintroduire la nouveauté de façon délibérée, puisque ton cerveau répond à la nouveauté par de la dopamine. L'objectif est simple. Créer régulièrement des expériences nouvelles avec ton partenaire. Une étude de l'Université de New York a montré que les couples qui pratiquent ensemble des activités nouvelles et légèrement stimulantes, escalade, cours de danse, voyage dans un endroit inconnu, apprentissage d'une nouvelle compétence ensemble, rapportent des niveaux de satisfaction relationnelle et de désir significativement plus élevés que ceux qui maintiennent une routine stable. Ce n'est pas la nouveauté de l'autre qu'on cherche, c'est la nouveauté de la situation. Ton cerveau associe l'excitation de l'expérience nouvelle à la personne avec qui tu la vis, et cette association réactive des circuits qui s'étaient endormis. Deuxième solution, recréer de la distance psychologique. Esther Perel parle du concept de voir l'autre dans son élément. Observer ton partenaire dans un contexte où il ou elle est autonome, compétent, admiré des autres, ça réactive quelque chose de fondamental dans le désir. Encourage l'autre à avoir ses propres passions, ses propres sorties, ses propres amis. Laisse-lui de l'espace pour exister en dehors de vous deux. La dépendance mutuelle totale n'est pas romantique. Elle étouffe le désir. Ce dont tu as besoin, c'est de retrouver par moments la sensation de désirer quelqu'un que tu ne possèdes pas entièrement. Troisième solution, gérer le stress comme priorité de couple. Ce n'est pas un conseil de bien-être vague. C'est une recommandation directe de la recherche. Des études montrent que les couples qui pratiquent ensemble des routines de déstress, sport, méditation, temps sans écran, rituels de déconnexion en fin de journée, maintiennent des niveaux de désir significativement plus stables dans le temps que ceux qui subissent le stress sans stratégie. Le cortisol doit baisser pour que le désir remonte. Ce n'est pas une question de volonté, c'est physiologique.
Tu ne peux pas décider de désirer si ton corps est en mode survie. Quatrième solution, parler du désir, pas autour du désir. L'une des causes les plus sous-estimées de la baisse du désir, c'est l'absence de communication directe sur le sujet. La plupart des couples parlent de tout sauf de ça. De l'argent, des enfants, du travail, des vacances, mais pas de leur vie sexuelle, pas de leurs fantasmes, pas de ce qu'ils ressentent vraiment dans l'intimité. Et cette absence de conversation crée une distance émotionnelle qui amplifie le problème de façon silencieuse. Des recherches en sexologie montrent que les couples qui abordent explicitement leurs désirs, leurs fantasmes, leurs attentes, même maladroitement, même avec de la gêne, maintiennent une intimité émotionnelle et physique bien plus durable que ceux qui n'en parlent pas. La conversation elle-même est déjà un acte d'intimité. Elle dit à l'autre « Je te fais confiance avec ce qui est le plus vulnérable en moi ». Cinquième solution, consulter un professionnel sans attendre la crise. En France, la sexologie et la thérapie de couple restent encore très stigmatisées. On consulte quand c'est le naufrage, quand il n'y a plus rien à sauver, quand les dégâts sont déjà faits depuis des années. Pourtant, les études montrent que les couples qui consultent tôt, au premier signe de glissement, avant que le problème devienne une blessure, ont des résultats bien meilleurs que ceux qui attendent. Un sexologue ou un thérapeute de couple n'est pas un signe d'échec. Ce n'est pas l'aveu que quelque chose ne va pas chez toi. C'est un outil de maintenance. Exactement comme tu vas chez le médecin pour un bilan de santé, sans attendre d'être malade. Ce que je veux que tu retiennes de cette vidéo, c'est une seule chose. La baisse du désir en couple n'est pas une anomalie. Ce n'est pas un signe que tu n'es plus fait pour l'autre. Ce n'est pas une preuve que tu t'es trompé de personne. C'est une réponse biologique parfaitement documentée, avec des causes identifiables et des solutions concrètes. L'amour qui dure, ça ne se construit pas en espérant que la magie du début revienne toute seule. Elle ne reviendra pas de cette façon-là, et c'est très bien ainsi. Et ça se construit en comprenant les mécanismes, en agissant dessus avec intention, et en ayant le courage d'en parler avec l'autre, vraiment en parler, pas tourner autour. Si cette vidéo t'a aidé à y voir plus clair, partage-la avec quelqu'un à qui elle pourrait faire du bien. Parce que tu n'es probablement pas le seul dans ton entourage à vivre ça en silence. Et si tu veux aller plus loin, abonne-toi. Je publie chaque semaine des contenus sur la santé intime, le désir et les relations, avec le même niveau de rigueur scientifique et sans tabou. La prochaine vidéo parlera de quelque chose dont on ne parle presque jamais, ce qui se passe réellement dans ton cerveau pendant l'orgasme. Et je te promets que tu vas être surpris. À très vite.